à Olivier Rouvière, qui va nous faire le point sur l'évaluation IRM des tumeurs de la vessie. Bonjour à tous. Pour commencer, j'ai rajouté Serge Brunel à cette présentation parce qu'il m'a passé beaucoup de matériel pédagogique sur l'IRM de prostate. Il a une grosse expérience, donc Serge Brunel qui travaille à Marseille. Et voilà, donc c'était juste pour le préciser. Donc on va parler d'IRM de prostate. Et on va commencer par le commencement. Donc au commencement, il était hors de question d'utiliser l'IRM de vessie, pardon. C'est des formations professionnelles. Au commencement, il était hors de question d'utiliser l'imagerie pour faire le bilan d'extension locale du cancer de la vessie. C'était jugé complètement irréaliste. Et donc, le rôle de l'imagerie, eh bien, c'était de rechercher une atteinte de la graisse extravésicale. Donc, ça commençait en dehors de la vessie, de chercher les ganglions, les métastases. Et pour ce qui était de la détection et de la stadification locale, ça relevait de la cystoscopie et de la résection. En 1995, il y a une publication, et j'étais jeune chef, je me souviens de cette publication qui est sortie, c'était des Japonais, je l'ai retrouvée, c'était celle-ci, qui disait « Oh, en IRM, on arrive à voir l'extension de la tumeur dans la paroi de la vessie ». Et quand j'avais lu ça, j'avais dit vraiment dans la littérature, elle raconte vraiment n'importe quoi, c'est juste pas possible. Et avec 30 ans quasiment de recul, eh bien, on s'aperçoit que finalement, ils avaient fait une classification qui, on va le voir, correspond quasiment, exactement à celle du Weyerhads actuel. Alors, ils avaient ces images, et ils disaient, regardez ici, on a un polype, et vous voyez, on voit la paroi vésicale en hyposignal T2, donc il n'est pas infiltrant. Et ici, on a un autre polype, et on voit une brèche, c'est infiltrant. C'était fait à 0,5 Tesla. Et franchement, j'ai dit, ils ont un peu trop abusé, ils ont un peu trop fumé la moquette, mais en fait, ça marchait. Le temps a passé, les IRM 3T sont arrivés, on ne s'est pas intéressé à la vessie, et puis, depuis une petite dizaine d'années, on a commencé à s'apercevoir que finalement, on pouvait peut-être voir des choses sur le bilan d'extension locale en IRM, et ça a débouché en 2018 sur les recommandations Weyerhads. Alors, si on rentre dans le sujet maintenant, il faut qu'on parle de la préparation du patient. Autant pour une IRM de prostate, il n'y a pas trop de sujet là, autant pour la vessie, c'est important. Parce que si on veut faire une bonne IRM de vessie, il faut que la vessie soit pleine, mais pas trop. Et là, vous voyez tout de suite les difficultés pratiques. Parce que si la vessie n'est pas assez pleine, eh bien, on a une mauvaise visualisation des petites lésions, on a des pseudo-épaississements de la paroi vésicale. Si on veut essayer de localiser un peu un polype, ben, ça ne va pas du tout correspondre à ce qu'on aura en cystoscopie. Mais à l'inverse, si la vessie est trop remplie, eh bien, vous voyez que la paroi s'épaissit considérablement, et à ce moment-là, juger de son extension, ça devient difficile. Et en plus, il commence à y avoir des artefacts de mouvement. Donc, il faut être entre les deux. Et ça, c'est pas facile. L'objectif recommandé, c'est à peu près 300 cc de remplissage. Mais en pratique, c'est difficile à obtenir. Et ça explique que la qualité de l'IRM est difficile à vraiment standardiser. Ensuite, quelques mots, alors sans rentrer dans toute notre cuisine de l'IRM, mais quelques mots pour vous faire comprendre finalement ce qu'est une IRM de vessie, qui n'est pas une uro-IRM. L'uro-IRM, c'est quand on va explorer essentiellement la voie excrétrice supérieure. Là, le but, c'est vraiment de faire le bilan d'extension locale des polypes vésicaux, donc c'est complètement différent. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire plusieurs acquisitions pondérées T2 en plusieurs plans, je vais vous montrer ça tout de suite. On va faire de la diffusion avec des valeurs de B qui ne sont pas à 2000 comme en prostate, qui montent à 1000, 1200 parce qu'au-delà, c'est difficile sur l'abdomen. Et on va faire une séquence injectée multiphase qui se répète, mais beaucoup plus lente que la prostate, avec une résolution temporelle qui est autour de 30 secondes. Alors bien sûr, si on veut, on peut aussi explorer le haut appareil urinaire. Il faudra penser à injecter du Lasélix en même temps que le produit contraste. On peut explorer l'appareil urinaire, on peut explorer les ganglions.
Mais la vraie IRM de vessie qui nous intéresse, c'est ça. C'est-à-dire qu'on se focalise sur le bilan d'extension locale. Et vous allez voir, c'est déjà suffisamment long comme ça. Alors qu'est-ce qu'on fait? On commence par un plan axial, ça c'est indispensable parce que notre cerveau il est bien habitué à l'imagerie en coupe axiale. Et ensuite, ça ne suffit pas. Et pourquoi ça ne suffit pas? Parce que vous avez les effets de volume partiel. Alors je vous les explique très rapidement. Ça c'est la vessie en coupe sagittale. Imaginons qu'on fasse une coupe axiale ici. Ça donne ça. D'accord? Vous vous dites, bon, tout va bien. Non, tout ne va pas bien. Pourquoi? Parce que si vous regardez ici, là, cette partie de la paroi là, elle est coupée perpendiculaire. Donc ici, sur la coupe axiale, elle est bien nette. Par contre, si vous allez regarder ici, la paroi, elle est coupée en biais. Et donc, sur la coupe axiale, vous allez avoir un flou que vous voyez ici. Et si on zoome, vous voyez ici, vous avez un flou. On peut même se demander s'il n'y a pas des espèces de trucs frangés sur la paroi, qui est en fait simplement un artefact de volume partiel. Donc, si on veut pouvoir bien explorer toutes les parois de la vessie, eh bien, il faut faire, idéalement, les 3 plans de l'espace. Et puis aussi, le fait de faire des plans différents du plan axial, c'est parce que si on veut vraiment explorer le pied de la tumeur, il faut essayer d'être perpendiculaire à ce pied de la tumeur. Donc, suivant où elle est localisée, eh bien, le plan d'intérêt ne sera pas le même. Si la tumeur est antérieure, eh bien, le meilleur plan, c'est sagittal, ou si elle est postérieure, c'est pareil. Si elle est latérale, le meilleur plan, c'est coronal. Et puis, si elle est entre les deux, il faudra peut-être faire aussi des plans obliques. Donc, vous voyez, là, on en est éventuellement à 4 acquisitions T2, si on veut bien faire les choses. Ensuite, il faudra faire une imagerie de diffusion et une séquence injectée, que généralement on fait dans le meilleur plan T2 qui a été défini à la console. Donc c'est un protocole long. Donc c'est pour ça que généralement on ne fait pas l'exploration du haut appareil urinaire ou l'exploration ganglionnaire qui est laissée au scanner pour épargner du temps machine. Voilà, ça c'était juste quelques mots de technique. Ensuite, quelle est la sémiologie élémentaire d'une IRM de vessie? Et là, je remercie encore Serge Brunel pour ces diapos qui sont très très utiles. Donc, en T2, la musculeuse, elle est en hyposignal très marqué parce que c'est du muscle lisse, vous la voyez ici. Et la tumeur, elle est en léger hypersignal par rapport à la paroi musculeuse. Donc vous voyez que l'interface entre les deux, on la devine. Alors c'est pas hyper net, mais ça se voit. Et qu'on a l'impression ici, dans ce cas-là, que les 2 polypes ne pénètrent pas dans la paroi vésicale. Ici, un autre cas où vous voyez peut-être de manière encore plus claire la paroi vésicale et le polype. Ça, c'est le T2. Ensuite, en diffusion. Alors, on a une mauvaise visibilité de la paroi vésicale, mais la tumeur est en fort hypersignal, donc ça va compenser. Et là, on va très bien voir la tumeur. Regardez ici, un T2 un peu raté, parce que la vessie est trop vide. Qu'est-ce qui se passe? On a l'impression qu'il y a un truc ici, il y a peut-être un autre truc ici. Et bien, quand on fait la diffusion, tout s'éclaire. Et là, vous voyez qu'on a effectivement un polype là, qui a l'air non infiltrant. On a un autre polype ici, et vous voyez la paroi qui se devine en gris clair derrière, qui a l'air non infiltrant. Et puis, on en a un ici qui, manifestement, est infiltrant à l'intérieur de la paroi. Ça, c'est la diffusion. Et ensuite, la séquence injectée. Alors, la séquence injectée, la musculeuse, elle se rehausse faiblement, comme tous les muscles de l'organisme. La tumeur se rehausse de manière un peu hétérogène, suivie d'un polype à l'autre, mais généralement, ça se rehausse. Et puis, très intéressant, vous allez avoir la sous-muqueuse qui va se rehausser, notamment en regard de la base tumorale, probablement parce qu'elle est un peu inflammatoire et un peu épaissie en regard de la base tumorale, même si la tumeur n'est pas infiltrante. Mais ça va nous donner une frontière de plus pour juger du caractère infiltrant ou non de la tumeur. Et c'est donc ce qui est retrouvé dans la littérature anglo-saxonne sous le nom de ILE, Inner Layer Enhancement. Alors qu'est-ce que ça donne? Ça donne ça. Vous voyez ici la paroi musculeuse qui se rehausse un peu, mais à peine. Et là, vous avez, c'est la sous-muqueuse qui se rehausse, puis la tumeur est un peu au-dessus, là, c'est des tout petits polypes frangés. Mais vous voyez que tout le long de ces petits tapis de polypes, eh bien, vous avez un rehaussement de la sous-muqueuse qui nous donne une frontière intéressante à analyser. Vous voyez d'ailleurs au passage que
que ce rehaussement il se prolonge un peu plus loin que les polypes eux-mêmes. Je ne sais pas la signification de ça. Donc on a vu l'aspect sur les 3 différentes séquences, T2, diffusion, séquence injectée. Il y a d'autres éléments sémiologiques intéressants, c'est la présence d'une papille centrale. Alors, je ne vous apprends rien, il y a des papilles centrales dans les polypes de vessie, c'est la sous-muqueuse qui est attirée dans la tumeur. Et ça se voit en IRM, notamment, ça se voit sur les 3 séquences, mais ça se voit généralement bien en diffusion, où vous voyez ici le petit polype qui est centré par cette papille centrale. Alors ça a été décrit dans la littérature. Il y a beaucoup de littérature japonaise sous le nom de inchworm-like appearance, et ça correspond à ça, à ces chenilles japonaises qui se déplacent comme ça, et donc ça reproduit le même aspect. Voilà, on a les éléments, les briques sémiologiques. Maintenant, il faut essayer de les associer pour essayer d'approcher le fait que la tumeur soit infiltrante ou non. Et donc ça nous donne le score Weyrads. Alors, il est décrit dans cette publication. Vous avez ici des petits schémas explicatifs qui ne sont pas parfaits, on va y revenir. Et on va commencer par le Weyrads 1. Le Weyrads 1, c'est un polype de moins de 10 mm, et c'est un respect de la couche musculaire, qui est ou non une papille centrale. Vous voyez ici, là, il y a une papille centrale, mais qui est ou non une papille centrale, si ça fait moins de 1 cm, et que la couche musculaire sous-jacente sur les 3 séquences est respectée, alors c'est un Weyrads 1. Alors, quelques exemples. Ici, vous avez un tout petit polype, et vous voyez très bien, alors là, la couche musculaire dessous, bon, il est tout petit, il fait moins d'1 cm, Weyrads 1. Vous l'aviez en T2, c'est le même en diffusion, c'est le même sur la carte ADC, et c'est le même injecté. Après, le Weyrads 2, eh bien, c'est une tumeur de plus de 10 mm qui respecte la couche musculaire, et là, il y a une autre condition, qui a une papille centrale ou un épaississement de la sous-muqueuse, là, le ILE qu'on a vu tout à l'heure. Alors, quelques exemples. Ici, vous avez un polype. Vous voyez qu'en T2, il a une petite papille centrale qu'on devine en hyposignal. On la voit très bien en diffusion. On la voit aussi en imagerie injectée, et vous voyez qu'on a ce rehaussement de la sous-muqueuse ici, hop, la sous-muqueuse qui est attirée dans la tumeur. Ça fait plus de 10 mm. La couche musculeuse elle-même est respectée, donc c'est Weyrads 2. Encore ici, vous avez une sous-muqueuse qui est visible et respectée. L'ensemble fait plus de 10 mm sur ce petit polype bifocal ici, donc c'est Weyrads 2. Et vous voyez que cette sous-muqueuse, là on la voit bien injectée, mais on la voit aussi en T2, vous voyez cette petite ligne en hypersignal ici, et on la voit en diffusion aussi, ici, entre la tumeur et la musculeuse. Alors c'est des signes un peu fins, mais quand on commence à se faire l'œil, finalement, ça marche assez bien. Voilà encore ici en T2, des différents polypes où vous avez cette petite papille centrale, alors coupée plus ou moins bien. Ici, ce petit rehaussement, ce petit épaississement de la sous-muqueuse qui correspond donc à des Weyrads 2. Bon, encore, vous avez compris. Là, la tumeur, alors en T2, on ne sait pas trop, mais vous voyez qu'en diffusion, on voit une petite sous-muqueuse en dessous, et c'est surtout le dynamique qui nous montre ce rehaussement ici, et la tumeur reste bien du bon côté du rehaussement sous-muqueux. On va passer. Le Weyrads 3, c'est comme un Weyrads 2, donc plus de 10 mm respect de la couche musculaire, mais vous n'avez pas la papille ou l'épaississement de la sous-muqueuse. Donc voilà ici, en T2, plus de 10 mm. Bon, on ne voit pas de franchissement, c'est un peu difficile en T2. Heureusement, on a la diffusion. Vous voyez qu'on voit bien le polype ici, on voit la paroi derrière. Ça ne franchit pas. Par contre, il n'y a pas la petite couche sous-muqueuse, il n'y a pas de papille, donc c'est un Weyrads 3. Et pareil, c'est la même tumeur sur le dynamique ici. Vous voyez l'intérêt quand même de l'injection, où souvent on voit bien la tumeur et ses rapports par rapport à la paroi. Encore ici. Ici, en T2, on fait bien la différence entre la tumeur et la paroi. On n'a pas de franchissement visible. Diffusion, c'est pareil. Dynamique,
c'est pareil. Par contre, on n'a pas la couche sous-muqueuse, on n'a pas de papille, donc ça fait plus de 10 mm, donc c'est un Weyrats 3. Et après, on arrive à des choses plus caricaturales et plus faciles souvent. Le Weyrats 4, vous allez avoir un franchissement de la couche musculaire, une infiltration de la couche musculaire. Par contre, ça n'atteint pas la graisse. Donc, vous voyez ici, alors en T2, c'est pas net. Hein. Par contre, vous voyez que la diffusion, on voit très bien la paroi qui arrive là, pouf, interrompue par le signal tumoral, et elle reprend ici. Et la séquence injectée qui est encore plus claire. Ah, petit souci de suivi de truc. Voilà, ici. Et là, vous avez la tumeur, le rehaussement de la tumeur qu'on voit très bien dans la paroi musculaire. Donc ça, c'est un Weyrats 4. Ici encore, où vous avez une tumeur qui, en diffusion, on ne sait pas trop. Là, il y a un petit Weyrats 2. Et puis par contre, vous voyez que, enfin on a l'impression, et puis par contre, vous voyez quand on injecte, ici, ça franchit, et ici, il y a un envahissement majeur de la musculaire, alors qu'en diffusion, ce n'était pas net. Donc la séquence injectée est vraiment importante. Et puis après, on arrive aux grosses tumeurs qui vont infiltrer la graisse de manière caricaturale et évidente, en T2, en diffusion. Ici aussi, avec un envahissement de toute la graisse entre la vessie et la paroi antérieure de la prostate. Ou encore ici, vous avez un envahissement du péritoine, là-haut, et aussi de la prostate en bas. Et puis ensuite, on arrive à ce truc que j'ai jamais compris, honnêtement. J'ai l'impression qu'il y a des trous dans la raquette suivant les combinaisons qu'on fait. Donc, le plus simple, ce qu'on fait généralement, puisqu'on est censé donner un score, c'est comme en prostate, hein, donner un score pour chaque séquence, T2 diffusion injectée, et combiner ensuite ces scores dans un score Weyrats global. Mais généralement, ce que l'on prend, c'est le plus péjoratif des Weyrats sur les 3 séquences. Voilà, donc ça c'est l'IRM de vessie où on en est. Alors il y a quand même quelques petits pièges sur lesquels il faut insister, c'est qu'il peut y avoir, mais vous le savez, hein, des lésions petites de moins de 10 mm invasives. Regardez celle-là, en T2 on ne voit pas grand-chose, en diffusion c'est pas très clair non plus parce que la vessie n'est pas hyper remplie, puis il y a des artefacts. Par contre sur la séquence dynamique, on voit bien la paroi, elle est là, et hop, elle est interrompue. Et donc c'est une petite tumeur infiltrante, donc bien sûr ce n'est pas un Weyrats 1, même si elle fait moins de 10 mm, ça devient un Weyrats 4. La papille centrale, c'est un signe de Weyrats 2, et généralement il n'y a pas d'invasion du muscle, mais généralement il y a des exceptions, et il faut donc quand même bien regarder la paroi. Vous voyez ici, on a une papille centrale. En diffusion, on a l'impression que la musculeuse elle est derrière et qu'elle est respectée. Par contre, sur un autre plan de coupe, en perfusion, on voit très bien que la paroi musculaire elle est complètement envahie, et donc c'est un Weyrats 4 aussi. Assez souvent, sur certaines tumeurs, on voit cette image-là, ce gros truc-là qui rentre dans la tumeur, c'est invagination. Ça, ce n'est pas une papille centrale, c'est la tumeur qui rétracte la graisse périvésicale. Donc la paroi, en fait, elle est en dehors de ça, elle est ici, et donc il faut bien essayer de la juger. Alors, généralement, elle est étirée, mais vous voyez qu'à tout le moins, sur toutes les séquences, on arrive au contact de la paroi, il n'y a pas de signe de franchissement majeur, il n'y a pas l'épaississement de la sous-muqueuse, donc ça finit en Weyrats 3, mais il y a des aspects où c'est quand même pas très... Ici, c'est quand même assez irrégulier, on pourrait donner Weyrats 4 aussi. De temps en temps, il y a l'urtère qui est attiré ici, donc c'est pareil, hein, la paroi elle est en dehors de l'urtère ici, donc c'est là qu'il faut la juger. Donc c'est pareil, on voit la tumeur qui arrive au contact de la paroi. On n'a pas l'impression qu'il y ait trop de franchissement, mais là où c'est attiré, c'est quand même très fin, donc difficile à juger. Donc on va dire que c'est au moins un Weyrats 3. Et puis d'une manière générale, hein, on a ces très vieilles règles, quand ça dilate, c'est pas bon signe. Sauf si c'est un polype dans la fin de l'urtère, évidemment. Alors, il y a aussi un petit piège sur cette fameuse ILE, là, vous voyez, vous vous rappelez, ce rehaussement de la sous-muqueuse, c'est que de temps en temps, il y a un rehaussement en périphérie de la tumeur, mais qui peut être dans la musculeuse si la tumeur est infiltrante.
Donc ici, vous avez une tumeur qui est manifestement infiltrante de la paroi vésicale. Et là, on est à l'intérieur. On ne voit pas très bien sur les images projetées. La paroi vésicale, elle est là. Et donc, boum, la tumeur, elle est complètement dans la paroi musculeuse. Et on a en périphérie de la tumeur ce rehaussement périphérique qu'il ne faut pas prendre pour une sous-muqueuse. Donc ça, c'est aussi un piège. Et donc ça, c'est au moins un Weyerhads 4. Voilà, les tumeurs dans les diverticules. Alors ça, c'est les critères, comme il n'y a pas de musculeuse, les critères Weyerhads ne s'appliquent pas. Donc là, on reste avec son petit jugement personnel de savoir si la graisse qui est directement derrière est infiltrée ou pas. Et puis ensuite, on a tout le chapitre des remaniements post-thérapeutiques. C'est un peu comme l'IRM de prostate. Au tout début, on la faisait après les biopsies. Et les biopsies, ça perturbait tout en faisant des artefacts sanguins. Et bien là aussi, c'est un peu ça. Vous allez avoir des rehaussements inflammatoires qui peuvent être très difficiles à interpréter. Alors, généralement, après résection, vous allez avoir un épaississement en T2 de la paroi en regard et vous allez avoir une prise de contraste de la sous-muqueuse qui est plutôt linéaire, sans polype visible, mais attention, attention. Alors, pardon, dans la littérature, on dit 2 semaines. Honnêtement, il faut beaucoup plus si on veut être dans des conditions d'exploration intéressante. C'est comme la prostate il y a longtemps où on disait au moins 3 semaines et en fait il fallait vraiment beaucoup plus après les biopsies si on ne voulait pas être gêné. Alors regardez ce cas qui m'a aussi été prêté par Serge Brunel. On est 15 jours, je crois, voilà, après 1 mois après la résection. Et regardez, on a ici un épaississement de la paroi. En diffusion, il n'y a pas grand-chose. Mais en dynamique, on a cette grosse prise de contraste. Et vous avez vu, avant, je n'ai pas arrêté de vous dire, la perfusion, c'est intéressant, des fois ça a raison, ça voit des trucs que les autres ne voient pas. Donc, si vous interprétez ça comme d'habitude, vous allez dire, là, il reste plein de tumeurs. Et donc, ce patient a été re-réséqué et il n'y avait que des remaniements inflammatoires. Donc, en fait, on a fait l'IRM trop tôt après la résection. Ou trop tard, parce qu'on aurait dû la faire avant. Ici, d'autres aspects post-opératoires, alors plus classiques, maintenant on ne se fait plus trop avoir, vous avez cet épaississement en T2, je dis oula, qu'est-ce qui se passe, mais vous voyez qu'encore une fois, en injection, on a ce rehaussement régulier de la sous-muqueuse, et il n'y a rien d'autre, voilà, encore, donc ça maintenant on a appris, ça ce sont des aspects post-opératoires, il faut les négativer dans sa tête. Voilà encore d'autres aspects vous voyez, inflammatoires, ces rehaussements très linéaires. Alors, l'IRM post-opératoire reste quand même utile de temps en temps. Alors là, on est à 8 mois, donc on est quand même plus loin. Et vous voyez que c'est après résection. Et vous voyez que la muqueuse est respectée. En cystoscopie, on voit juste une voussure. Et en fait, dessous, c'est développé le résidu tumoral. Et là, on en est à un Weyerhads 5, puisque vous avez un envahissement de la graisse, ici, qu'on voit très bien. Et là, c'est vraiment, je pense, l'intérêt de l'IRM de voir l'autre côté que ne voit pas la cystoscopie. Alors, ça donne quoi dans la littérature, le Weyerhads actuellement? Il commence à y avoir pas mal de publications. Je vous en ai sélectionné 2 qui stratifient les taux de détection de tumeurs infiltrant le muscle en fonction du score Weyerhads. Et vous voyez que quand on est en Weyerhads 1, il n'y a quasiment pas d'invasion du muscle. Quand on est en Weyerhads 2, c'est 4 à 5%. Quand on est à Weyerhads 3, 50 à 61%. Quand on est en Weyerhads 4, on tombe à plus de 80%. Et quand on est en Weyerhads 5, c'est quasiment du 100%. Et là, dans ces 2 études indépendantes, c'est quand même assez concordant, sauf un peu pour les Weyerhads 3, mais on va se retrouver comme avec les Peyerhads 3 dans la prostate. C'est la catégorie la plus incertaine. Bon, il y a des méta-analyses qui commencent à sortir, qui montrent une AUC moyenne des études qui est très bonne. La question, c'est quoi le seuil de dichotomisation à partir duquel on pense qu'il y a un risque d'infiltration du muscle? Comme en prostate, on va hésiter entre 3 et 4. Si on prend supérieur ou égal à 3, on a une sensibilité et une spécificité qui sont quand même très bonnes, 92 et 85%
respectivement. Si on prend que les 4 et 5, eh bien, on a une bien meilleure spécificité, 95%. Par contre, on rate quelques polypes avec une invasion de muscles. La reproductibilité, elle est, et ça j'y croyais pas du tout au début, hein, elle est quand même assez bonne. Et finalement, quand on a bien compris la mécanique du Weyrad, c'est pas si compliqué, c'est une sémiologie élémentaire assez simple. Alors bien sûr, sur le fait qu'on voit ou pas la sous-muqueuse, des fois c'est un peu, voilà, donc il y a des petites variantes. Mais vous voyez sur cette méta-analyse de 8 études, 1000 patients, le kappa moyen il était de 0,83. On n'a pas ces chiffres en IRM de prostate. Voilà, donc en conclusion, je crois que l'IRM de vessie est en train d'arriver, lentement mais sûrement, à une phase de maturité. Elle a des performances qui sont plutôt bonnes, c'est pas parfait évidemment, mais c'est loin d'être de la divination, on a l'impression quand même que ça marche. Les performances post-thérapeutiques, ça reste à évaluer. Donc vous voyez très bien qu'on s'oriente vers le fait que l'idéal serait qu'on fasse l'IRM avant la première résection. Alors, avec quel intérêt clinique? Ça reste quand même à discuter avec vous, hein. Je pense guider la résection dans un certain nombre de cas est certainement un intérêt important, pas pour tous les patients évidemment, mais interpréter les résultats d'un APAT une fois qu'on les a eus en fonction de l'imagerie préopératoire, évidemment aussi, et éventuellement décider de la prise en charge. En fait, on se retrouve un peu comme avec la prostate avant les biopsies. On guide les biopsies, on interprète le résultat des biopsies en fonction de ce qu'on avait trouvé avant. Voilà. Et puis, il y a aussi un petit sujet qui est encore très peu exploré, ce serait celui de la surveillance de vessies difficiles d'accès en cystoscopie, qui éventuellement on pourrait voir ce que ça donne. Alors évidemment, on s'oriente vers la disponibilité des machines, mais j'en discutais avec certains d'entre vous en aparté. J'ai l'impression de me retrouver il y a 20 ans avec l'IRM de prostate, où on disait, tiens, on a l'impression que ça marche ce truc, mais l'utilité, c'est pas de la faire après les biopsies, ça marche vraiment pour voir où il y a les zones suspectes, donc il faudrait la faire avant les biopsies. Et là, on se disait, non mais les gars, vous imaginez, on va quand même pas faire une IRM de prostate avant chaque biopsie, on n'y arrivera jamais. 20 ans après, voilà. Et donc, j'ai l'impression qu'on est en train de prendre enfin, dans l'idéal, il faudrait prendre le même chemin. Alors juste, pour lancer la discussion, je ne sais pas si on aura le temps, mais un petit cas clinique, là encore, qui vient de Marseille, de Serge Brunel. Vous voyez, patiente de 68 ans, carcinome urothélial PT1 de haut grade, diagnostiqué il y a 3 ans, incluse dans le protocole Alban, bras BCG et atezolizumab. Cystoscopie de surveillance ne montre rien. On fait l'IRM une semaine après la cystoscopie. Et en fait, on a une espèce de voussure ici, avec une paroi qui paraît peut-être respectée. On ne sait pas trop ce qui se passe là, c'est quand même un peu bizarre. Mais surtout ici, là, eh bien, vous voyez qu'en diffusion ou en dynamique, on a clairement un truc pas normal qui est dans la paroi. Et donc, retour en résection, guidage de la résection. Et là, Serge m'avait donné le compte-rendu de la cystoscopie. Vous voyez, au niveau du fond vésical, un aspect de cicatrisation de résection. Les cystoscopies en lumière bleue ne retrouvent pas de plage d'hyperfixation. La zone de cicatrice semble correspondre à la lésion vue sur l'IRM. Décision de réséquer à cet endroit-là. Et c'était un PT2 minimum. Voilà. Donc, voilà. Voilà où on en est. J'étais très sceptique au début. Et je suis en train de me dire qu'il va falloir qu'on fasse, nous, de notre côté, les efforts pour qu'on puisse passer des patients avant résection, parce que ça peut avoir une incidence pour guider ces résections. La question qui se posera après, c'est quel patient... Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Lionel. Oui, moi, ce cas, je trouve super intéressant parce qu'en cysto et en cytologie urinaire, il est possible qu'il y ait zéro, rien du tout. Et donc, ils sauvent la mise. Sujet sur le deuxième look, parce que
pourrait peut-être imaginer qu'avec le temps, avec la finesse des examens radiologiques, etc., tu penses qu'on pourra éviter le deuxième look éventuellement, en se disant on a fait une résection et puis ensuite on va se mettre au scanner et dans les éléments de surveillance scanographique, en fonction de ce qu'on voit, on fait un second look ou pas? J'en sais rien parce qu'on avance pas à pas et qu'on découvre les choses. Je pense que si on veut bien interpréter une IRM après résection pour discuter d'un second look, il faut qu'on ait la avant résection. Ouais. Et donc il faut refaire précision MRI first pour la vessie? Ben, peut-être, oui. Alors, il y a quand même pas mal d'études en cours qui sont en ce moment. Mais moi, j'en viens à me dire, il faut peut-être qu'on mette en place une espèce de fast track, parce que nos IRM sont saturés, mais de faire un espèce de fast track avec une place, je ne sais pas, par semaine pour un patient de la vessie qui est... Mais voilà. Et... Oui. Le VIRADS semble assez compliqué tel que décrit par Madame Panebianco. Je sais que les Lillois avaient proposé une classification un peu plus simplifiée. Non, je ne suis pas sûr qu'ils soient allés jusqu'à la classification. En fait, moi j'avais le même, quand le VIRADS est sorti, il dit c'est quoi encore ces trucs, c'est des trucs juste pour publier, voilà. On n'y comprend rien. Et puis, quand on regarde la sémiologie, qu'on prend les briques de sémiologie une par une, c'est pas si compliqué que ça. L'espèce d'usine à gaz pour définir le VIRADS final, ça, mais le VIRADS sur chaque séquence comme ça c'est pas si compliqué. Il y a un cas de figure qui va beaucoup intéresser les urologues, c'est de savoir effectivement après une chimiothérapie néoadjuvante, puisque une de nos problématiques, on l'a évoqué déjà tout à l'heure, c'est effectivement, il y a maintenant un certain nombre de pièces blanches sur les pièces de cystoprostatectomie après une chimiothérapie néoadjuvante. Et est-ce que vous avez déjà testé après chimiothérapie néoadjuvante? Vous parliez effectivement des remaniements post-thérapeutiques. Est-ce qu'après chimiothérapie, il y a des choses particulières que... On ne sait pas trop, en fait. Ça reste des choses à découvrir. Mais je pense que ce qu'il faut avoir, c'est finalement une base de données où on a l'imagerie avant et ensuite éventuellement en cours de chimiothérapie, puis à la fin de la chimiothérapie pour essayer de bien interpréter celle de la fin en fonction des précédentes. Ok. Oui, je vous amène le micro. En vessie, il y a le CIS qui nous emmerde quand même beaucoup. Est-ce qu'il y a des données du coup sur le CIS pour... Oui, enfin, on ne le voit pas, clairement. Ouais, on ne voit pas du tout. L'atteinte du chorion, alors, pour l'instant, les études qui sont faites, c'est sur l'invasion du muscle. Donc voilà, l'atteinte du chorion, ça reste franchement, pour l'instant, plus difficile. C'est pour ça que moi, je pense que l'IRM ne résoudra pas tous les problèmes et ne remplacera pas la cystoscopie, enfin, notamment il y a le CIS, etc. Mais avoir une IRM avant résection, ça peut peut-être faire changer votre façon de faire la résection. Moi, c'est comme ça que je vois un peu les choses. Oui. Est-ce que vous avez des données sur des lésions de la voie excrétrice supérieure? Parce que ça peut être est-ce que la fibroscopie est assez facilement accessible? Par contre, l'urétéroscopie remontée tous les 3 mois pour aller vérifier que le polype n'est plus là, ça peut être... est-ce que c'est extrapolable éventuellement à... Alors, en termes de détection, il y a une technique qui fait bien le job, je pense, pour la détection, c'est l'Uroscan. À ma connaissance, il n'y a pas d'études qui comparent vraiment l'Uroscan et l'IRM. Mais je ne suis pas sûr qu'en IRM, on ait une meilleure performance de détection que l'Uroscan, parce que l'Uroscan a une résolution spatiale qui est quand même bien meilleure. En termes de bilan d'extension de la tumeur de la voie excrétrice, alors là, clairement, on est nul. Que ce soit en IRM ou que ce soit en scanner ou en IRM, on est nul, c'est beaucoup trop fin. Et on sous-estime... je trouve beaucoup. De temps en temps, on a des pièces avec un envahissement de la graisse qui est assez manifeste, et on revient sur l'imagerie. Alors là, c'est du scan, mais préopératoire, et on ne voit pas. D'autres questions? Ok. Bon, un immense merci, Olivier. C'était très didactique. Hein, merci.